Le débat. Ils arrivent à commencer le débat. Le simple jingle a suffi pour poser le débat. C'est très bien. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris Panthéon Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. En fait, la question, elle est justement posée par Jean-Pierre dans le petit SMS qu'il m'envoie le matin même ou la veille pour me dire ce qu'il voit dans l'actualité du jour. Stéphane Van Nuffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Co-fondateur de netinvestissement.fr. On en parlait juste avant, Stéphane. Non, les prix ne reviendront pas au monde d'avant. Et non, Voilà. non, c'est le principe de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, c'est une hausse de prix. Et à partir du moment où la hausse de prix a démarré, quand on vous dit que l'inflation ralentit, ça veut dire que les prix continuent quand même à augmenter, mais moins vite. Voilà. Donc, je vais faire un peu caricatural, parce qu'on ne va pas passer 2 heures là-dessus, mais si on se disait qu'on revenait au prix d'avant, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on revienne au niveau économique d'avant, et je fais exprès, au salaire d'avant, parce que figurez-vous que ces 2-3 dernières années, les salaires ont aussi évolué, les résultats des entreprises aussi. Donc là, pour le coup, c'est très caricatural, mais je trouve que voilà, s'inquiéter de se dire on voudrait revenir à des prix d'avant, c'est pas une bonne chose. On sait que la surinflation, ça coûte très cher aux Français, en particulier aux classes moyennes et aux classes les plus populaires. En revanche, la marche arrière, économiquement, est une aberration totale. Je parle sous le contrôle, évidemment, de mes 2 co-débatteurs. Mais quand j'ai lu ça ce matin, la première chose que je suis arrivé et que je vous ai dit, alors ça, c'est assez drôle, parce que les gens qui penseraient ça seraient intéressants à écouter, parce que j'aimerais bien qu'ils m'expliquent leur théorie économique de base, parce que là on remonte à la seconde, selon moi. Il a fallu l'expliquer, qu'on n'irait pas... c'est pas fini, je pense qu'il faut continuer à l'expliquer encore. On est d'accord sur on ne fait jamais machine arrière, Jean-Pierre Petit. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est pas souhaitable, parce que si on voulait retourner au prix d'avant, il faudrait un gros choc déflationniste, et la déflation n'est jamais souhaitable. Donc de toute façon, c'est pas le sujet. Mais par contre, les thématiques que j'ai vues émerger depuis 2 ans, c'est-à-dire que l'inflation resterait très très forte parce que il y avait un processus de relocalisation, parce qu'il y a la transition énergétique qui va faire monter le prix des énergies fossiles, etc. est faux. La preuve, c'est qu'on le voit très très bien aujourd'hui. Il n'y a pas de processus inflationniste, c'est que les banques centrales ont plutôt réussi à faire baisser les anticipations d'inflation. Et les chiffres d'ailleurs d'inflation aux États-Unis sont remarquables dernièrement. Ils sont même en dessous de ce que je pensais, alors que j'étais déjà sous le consensus, notamment de l'inflation qui compte pour la Réserve fédérale, celle qu'elle suit le plus, la Core PCI. Sur 3 mois, on est à 1,5% en 3 mois annualisés. C'est l'inflation sous-jacente dont vous parlez. L'inflation sous-jacente, mais c'est pas l'indice des prix à la consommation, c'est le déflateur des dépenses de consommation sous-jacente. C'est un petit peu compliqué, mais extraordinaire chez les Américains. Ils sont à 1,5%. Et pourquoi, mes amis? Parce que vous allez avoir 3 trimestres de hausse de chiffres de la productivité. Alors évidemment, Christian, c'est bien ça. Les chiffres de productivité, il faut les prendre avec des pincettes. 1 trimestre, ça veut rien dire. 2 trimestres non plus. 3 trimestres, ça commence à devenir intéressant. Je me souviens très bien des années 96-97, quand on voit la productivité commencer à progresser, sachant qu'il y a des études sectorielles assez intéressantes aux États-Unis sur l'impact de l'IA générative sur des secteurs. Alors, pas en macro, pour l'instant, j'ai rien vu, mais sur les secteurs, on commence à voir des trucs intéressants. Et c'est ça qui fait décélérer les coûts unitaires du travail. D'ailleurs, on le voit, les coûts unitaires du travail décélèrent très nettement. Ce qui fait, alors c'est très bien, à la fois pour la pérennité du cycle, parce que c'est bon pour la croissance, c'est bon pour la stabilisation des marges, et pas seulement de la tech, d'une manière générale des utilisateurs de tech, et c'est très bon pour l'inflation, évidemment, parce que le vecteur principal, évidemment, de l'inflation sous-jacente aux États-Unis comme en Europe, c'est les coûts unitaires du travail. Voilà. Donc, attention à l'emploi. Christian de Boissieu, on est sur le cœur du sujet. Donc les coûts corrigés de la productivité. Bien sûr. On est bien d'accord. Et ça rappelle quand même un débat qu'on a eu il y a quelques années à propos d'Internet et à propos du paradoxe de Solow, quand on disait, et c'était même avant, les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques. Là, ce que dit Jean-Pierre, c'est que l'intelligence artificielle, elle est déjà dans les statistiques. Enfin, on verra. Ça demande quand même... Non, mais voilà. Il faudra voir... Non, mais ça rejoint aussi une étude que le Fonds monétaire vient de sortir sur l'impact de l'IA sur l'emploi, parce que il faut relier salaire, productivité, emploi. C'est un peu le triangle central. Le débat. Ils arrivent à commencer le débat. Le simple jingle a suffi pour poser le débat. C'est très bien. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris Panthéon Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Jean-Pierre Petit, bonjour. Bonjour. Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. En fait, la question, elle est justement posée par Jean-Pierre dans le petit SMS qu'il m'envoie le matin même ou la veille pour me dire ce qu'il voit dans l'actualité du jour. Stéphane
Stéphane Huffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Co-fondateur de netinvestissement.fr. On en parlait juste avant, Stéphane. Non, les prix ne reviendront pas au monde d'avant. Et non, Voilà. non, c'est le principe de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, c'est une hausse de prix. Et à partir du moment où la hausse de prix a démarré, quand on vous dit que l'inflation ralentit, ça veut dire que les prix continuent quand même à augmenter, mais moins vite. Voilà. Donc, je vais faire un peu caricatural, parce qu'on ne va pas passer 2 heures là-dessus, mais si on se disait qu'on revenait au prix d'avant, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on revienne au niveau économique d'avant, et je fais exprès, au salaire d'avant, parce que figurez-vous que ces 2-3 dernières années, les salaires ont aussi évoluer, les résultats des entreprises aussi. Donc là, pour le coup, c'est très caricatural. Mais je trouve que voilà, s'inquiéter de se dire on voudrait revenir à des prix d'avant, c'est pas une bonne chose. On sait que la surinflation, ça coûte très cher aux Français, en particulier aux classes moyennes et aux classes les plus populaires. En revanche, la marche arrière, économiquement, est une aberration totale. Je parle sous le contrôle, évidemment, de mes 2 co-débatteurs. Mais quand j'ai lu ça ce matin, la première chose que je suis arrivé, que je vous ai dit, alors ça, c'est assez drôle, parce que les gens qui penseraient ça seraient intéressants à écouter, parce que j'aimerais bien qu'ils m'expliquent leur théorie économique de base, parce que là on remonte à la seconde, selon moi. Il a fallu l'expliquer, qu'on n'irait pas... c'est pas fini, je pense qu'il faut continuer à l'expliquer encore. On est d'accord sur on ne fait jamais machine arrière, Jean-Pierre Petit. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est pas souhaitable, parce que si on voulait retourner au prix d'avant, il faudrait un gros choc déflationniste, et la déflation n'est jamais souhaitable. Donc de toute façon, c'est pas le sujet. Mais par contre, les thématiques que j'ai vues émerger depuis 2 ans, c'est-à-dire que l'inflation resterait très très forte parce que il y avait un processus de relocalisation, parce qu'il y a la transition énergétique qui veut faire monter le prix des énergies fossiles, etc. est faux. La preuve, c'est qu'on le voit très très bien aujourd'hui. Il n'y a pas de processus inflationniste, c'est que les banques centrales ont plutôt réussi à faire baisser les anticipations d'inflation. Et les chiffres d'ailleurs d'inflation aux États-Unis sont remarquables dernièrement. Ils sont même en dessous de ce que je pensais, alors que j'étais déjà sous le consensus, notamment de l'inflation qui compte pour la Réserve fédérale, celle qu'elle suit le plus, la Core PCI. Sur 3 mois, on est à 1,5% en 3 mois annualisés. C'est l'inflation sous-jacente dont vous parlez. L'inflation sous-jacente, mais c'est pas l'indice des prix à la consommation, c'est le déflateur des dépenses de consommation sous-jacente. C'est un petit peu compliqué, mais extraordinaire chez les Américains. Ils sont à 1,5%. Et pourquoi, mes amis? Parce que vous allez avoir 3 trimestres de hausse de chiffre de la productivité. Alors évidemment, Christian, c'est bien ça. Les chiffres de productivité, il faut les prendre avec des pincettes. 1 trimestre, ça veut rien dire. 2 trimestres non plus. 3 trimestres, ça commence à devenir intéressant. Je me souviens très bien des années 96-97, quand on voit la productivité commencer à progresser, sachant qu'il y a des études sectorielles assez intéressantes aux États-Unis sur l'impact de l'IA générative sur des secteurs. Alors, pas en macro, pour l'instant, j'ai rien vu, mais sur les secteurs, on commence à voir des trucs intéressants. Et c'est ça qui fait décélérer les coûts unitaires du travail. D'ailleurs, on le voit, les coûts unitaires du travail décélèrent très nettement. Ce qui fait, alors c'est très bien à la fois pour la pérennité du cycle, parce que c'est bon pour la croissance, c'est bon pour la stabilisation des marges, et pas seulement de la tech, d'une manière générale des utilisateurs de tech, et c'est très bon pour l'inflation, évidemment, parce que le vecteur principal, évidemment, de l'inflation sous-jacente aux États-Unis comme en Europe, c'est les coûts unitaires du travail. Voilà. Donc, attention à l'emploi. Christian de Boissieu, on est sur le cœur du sujet. Donc les coûts corrigés de la productivité. Bien sûr. On est bien d'accord. Et ça rappelle quand même un débat qu'on a eu il y a quelques années à propos d'Internet et à propos du paradoxe de Solow, quand on disait, et c'était même avant, les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques. Là, ce que dit Jean-Pierre, c'est que l'intelligence artificielle, elle est déjà dans les statistiques. Enfin, on verra. Ça demande quand même... Non, mais voilà. Il faudra voir... Non, mais ça rejoint aussi une étude que le Fonds monétaire vient de sortir sur l'impact de l'IA sur l'emploi, parce que il faut relier salaire, productivité, emploi, c'est un peu le triangle central. Je reviens sur les problèmes d'effet de cliquet, parce que c'est ça qu'on est en train de dire. On revient pas au statu quo hanté, on est bien d'accord sur les prix. Ça veut quand même dire que le pouvoir d'achat, là, à mon avis, dans la tête des gens, et ce qui est quand même important aussi, ce qui se passe dans la tête des gens... C'est sans doute ce qui est le plus important. Est impacté par ce qui s'est passé d'inflation alimentaire, quand on a eu des inflations alimentaires à 18% par an. C'est 20% sur 2 ans. Voilà. 18%. Je dis, par rapport à ce chiffre-là, où on prévoit 3% d'inflation alimentaire, là, c'était à peu près le chiffre que... 2 à 3% de hausse des étiquettes en moyenne. En moyenne, mais... Alors, les distributeurs nous promettent des baisses sur certains prix, donc ça veut dire qu'il y a des hausses supérieures sur d'autres. Absolument. Pour avoir 3% en moyenne. Bon, et puis ce qui m'intéresse par rapport au débat actuel, c'est de savoir si ce qui reste d'inflation alimentaire
est due à la mise en œuvre effective de la loi Egalim vis-à-vis des producteurs, qui se plaignent de ne pas profiter justement de cette loi et d'être un peu étranglés en aval par la distribution, ou s'il y a derrière des hypothèses sur le comportement de marge tout le long de la filière agroalimentaire. Je pense qu'il y a un peu des deux. Les lois... Moi, je n'ai pas le résultat. Les lois... J'entendais ce matin le patron de Lidl, par exemple, qui était interrogé en direct sur BFM TV. Clairement, il y a des défauts dans les lois Egalim qui doivent être corrigés, mais ce sont des lois qui ont été pensées pour augmenter les prix finaux du consommateur. Et le patron de Lidl indiquait ce matin sur BFM TV qu'il avait décidé, pour un comportement jugé abusif, de déférencer Mondelez. Quand vous voyez les marques de chez Mondelez, vous savez Oreo, vous avez Lu, vous avez Côte d'Or, vous avez, c'est une Cadbury, c'est quand même une galaxie absolue. Donc je pense qu'il y a un peu les deux éléments qui entrent en ligne de compte, Christian. Bon. Non, mais la question, c'est est-ce que des gens abusent d'une situation d'inflation, voire de surinflation? Par endroits, c'est évident. Regardez l'attitude de Carrefour sur PepsiCo, ils ont considéré que c'était inacceptable. Bah, évidemment. Bon. Après, c'est toujours pareil. Si vous avez un pricing power incroyable et que globalement l'absence de votre produit dans les rayons d'un supermarché est préjudiciable aux distributeurs, il finira par plier. C'est souvent ce qui se passait. Voilà, la pression était très forte. Nicolas, il faut faire attention. Inflation n'est pas un gros mot du tout. Non. L'économie a besoin d'inflation pour croître. C'est la base. Un peu, pas trop. Voilà, 2%, on va dire, si on se rapproche du contrat de la BCE. C'est l'objectif des banques centrales des pays. N'oubliez pas, mes amis, un peu d'inflation. Jean-Pierre Petit. C'est ce que Paul Krugman nous a dit récemment. Ne jetons pas aux orties le monde pré-Covid. Qu'est-ce que vous voulez dire par le monde pré-Covid? On était comment dans le monde pré-Covid? On était plutôt inquiet d'absence d'inflation. Oui, évidemment. Et on était en pression déflationniste. On n'a pas complètement abandonné le monde pré-Covid. Donc, regardons pas 2024, parce qu'effectivement, avant de retrouver les deux, il faudra attendre, en Europe, probablement le milieu de l'année, puis aux États-Unis en 2025, etc. Mais on va retrouver quand même progressivement le monde pré-Covid. Donc, oui, il faut pas le retrouver trop vite. Exactement. Pas trop vite, bien sûr. Parce qu'on n'arrivera pas à se stabiliser à 2% par définition. Absolument. Il ne faut pas le retrouver. Ici, il ne faut pas le retrouver. La de la Fed. Sachant que justement. La norme de 2%, c'est pas quand même, c'est pas le catéchisme. On en a fait un catéchisme. On en a fait un catéchisme. C'est une manière de dire que. On en a fait un catéchisme. C'est une manière de dire que l'objectif c'est pas zéro. Parce que pour avoir zéro en moyenne, il faut avoir pas mal de secteurs et d'entreprises qui sont en déflation. Bon, et c'est une manière de dire que, par rapport au débat qu'Olivier Blanchard avait soulevé avant le Covid, en disant pourquoi pas 3%, bon, ok, moi je me bats pas entre 2 et 3. Je dis simplement, il y a un niveau d'inflation à partir duquel on ouvre la boîte de Pandore des anticipations. Moi, j'étais pas d'accord avec Blanchard. Je trouvais que son. Je suis pas en train de dire que je suis d'accord. Je dis le débat. Oui, moi je l'avais trouvé trop agressif parce que les banques centrales peuvent pas dire ça d'un coup. Elles peuvent encore moins le dire quand on avait de l'inflation depuis 2-3 ans. Voilà. Donc quand Olivier Blanchard a repris son idée de 3% alors que notre taux d'inflation était à un certain moment à 10% par an. Je suis favorable à l'ambiguïté constructive dans ce domaine. L'ambiguïté constructive, j'aime bien. On peut le dire tout en le faisant, c'est-à-dire une inflation à 2,5, ça nous permet de maintenir le taux réel. Les anticipations d'inflation, il ne faut pas qu'elle baisse trop. Oui. Voilà. Les anticipations d'inflation à 2,5, c'est pas mal. Jean-Pierre, je signale que les banques centrales, la Fed, fait aujourd'hui de l'ambiguïté constructive. Un petit peu, qui est le contraire du guidage prospectif qu'on a eu après la crise de 2007-2008. Et ça marche. L'ambiguïté constructive. Regarde, t'as vu les chiffres d'emploi, on est un corps ici sous l'objectif, quasiment sous l'objectif, si tu lisses un peu, et on a 165 000 emplois par mois sur les 3 derniers mois. C'est un taux de chômage tous les 4. C'est remarquable. Quand on voit tous les chocs qu'elle a subis, là, États-Unis, là, vous parlez. Cette année, elle va faire plus de 2% encore de croissance. Rien qu'avec les 3,3 qu'elle a eu au T4. Et là, sur le T1, on est à peu près sur 2, à peu près. D'après les premiers indicateurs avancés qu'on a, je veux dire, elle ne peut faire que 2. Mais ça tient au fait que la croissance potentielle américaine est nettement plus élevée que la croissance potentielle non seulement elle est plus élevée, mais c'est accru. Enfin, je veux dire, le différentiel, c'est accru avec l'Europe. Vous faites partie de ceux qui n'ont jamais pensé que la récession était possible en 2023 aux États-Unis. Moi j'ai toujours exclu la récession aux États-Unis. Non. Et Christian également? Non, j'ai pas pensé. Pas pensé. Parce qu'il y a une forme de surprise en cette fin d'année 2023, début 2024, quand on découvre les chiffres d'activité aux États-Unis. Si on prend le 3e trimestre, le 4e trimestre, tout le monde est surpris. Mais le plan de relance Biden était quand même massif. Il n'est pas fini. Et la force de l'innovation. Et la force de l'innovation. Et les prix de l'énergie. L'innovation de l'économie américaine. Et le fait qu'il soit exportateur net en énergie fossile. Et là, actuellement, sur la conjoncture, tu as le logement qui repart parce que les taux mortgage baissent depuis 3 mois.
Tu as les conditions financières qui s'améliorent depuis la mi-octobre. Tu as la désinflation qui est un puissant mouvement aussi réel, favorable à la croissance. Donc tu as des vecteurs de croissance. Et j'exclus même pas, en l'état actuel des choses, j'exclus même pas que la croissance américaine fasse 2,5 voire plus. Donc il se passe des choses quand même tout à fait intéressantes. Malgré des taux qui restent pour l'instant encore assez élevés. Alors le taux réel a baissé quand même, parce que le taux réel là maintenant se balade autour de 1,5. Si la croissance potentielle est à, comme je le pense, à 1,9, ça va. Voilà. Est-ce que c'est maintenant la baisse des taux du coup? Vu ce que nous décrivons, est-ce que c'est... Non mais maintenant, voilà, c'est pour... Powell a dit non hier. Et Powell, il n'a pas dit non hier. Il n'a pas donné la date. Il a dit non à mars, parce qu'il y a des gars qui pensaient qu'il baisserait les taux en mars. Il y a même de la spéculation en Europe, comme quoi la BCE commencerait au mois de mars. Non mais moi je pense que l'inflation américaine, qui est aujourd'hui à 2 en rythme annuel, sur l'indicateur qu'on évoquait, elle va remonter sans doute un peu, donc on n'est pas... Tu vas avoir des bosses. Et donc je pense que la Réserve fédérale américaine a raison de jouer la carte du plateau, c'est-à-dire la stabilité au niveau actuel des taux nominaux, ce qui n'empêche pas des modifications dans les taux réels dont on vient de parler. Bon, et donc, wait and see. Et du côté de la Banque Centrale Européenne, qui est encore plus prudente, je pense qu'ils vont attendre. On va avoir, je pense, la même séquence temporelle, c'est-à-dire que la Réserve fédérale est en avance dans les deux sens par rapport à la BCE, aussi parce que le cycle américain, le cycle réel, traditionnellement, est en avance par rapport au cycle réel européen. Mais en tout cas, vous me dites tous que 2024 doit être l'année du début du desserrement de politique monétaire. Mais ça peut être l'été, ça peut être en septembre, ça peut être... J'avais mis en juin, j'avais mis 6 juin à BCE et 12 juin... 6 juin. 6 juin, elle a une réunion. Elle n'a pas 36 ans, donc il faut bien choisir. À cause de l'effet de 6 juin, ce serait une belle date. Oui, une belle date. Une belle date européenne. 6 juin. Et américaine. Et dans ces cas-là, vous êtes sur plus de 100 points de base sur l'année ou... En zone euro, oui. En zone euro, oui. En zone euro, oui. Aux États-Unis, alors là, quand je vois le marché encore il y a quelques jours, les futurs, pricés 140 bips de baisse, franchement, avec les chiffres de croissance qu'on a, franchement, non, je pense pas. C'est plutôt 75. Ça lui arrive quand même de baisser sans risque de récession. Ça lui est arrivé, par exemple, en 87-88. Ça lui est arrivé en 95-96. Mais il y avait le krach boursier d'octobre. Oui, mais néanmoins, la croissance était assez forte quand même à l'époque. Et ça lui est arrivé en 2019. Rappelle-toi, elle peut baisser les taux même sans risque de récession. Ça lui arrive. Mais c'est très modéré, c'est ça que je veux dire. Mais j'espère que Jean-Pierre a raison du côté européen, du côté de la Banque Centrale Européenne, parce que moi je vois une BCE prudente. Je ne suis pas en train de légitimer son comportement, je suis en train de dire ce que je prévois. Je ne confonds pas mes préférences et mes prévisions. Alors que ce serait bien pour l'immobilier. Mais tout le monde y croit, hein. Les marchés. Vous avez vu à combien est le CAC? Au-delà de 7006, là. Le monde de l'immobilier vous dit que ça y est, c'est le début de la baisse des taux. Enfin, là, c'est la méthode. Oui, mais enfin, on vous vend l'histoire comme si elle était déjà écrite. Hein. Attends, historiquement, il y a un lag, un délai entre le taux OAT 10 ans et le taux des crédits immobiliers de 4 à 6 mois. Comme là, la baisse est violente depuis mi-octobre, on peut penser qu'il y a un début de mouvement plus général au-delà de quelques réseaux bancaires favorables à la stabilisation et même à la baisse des taux hypothécaires. Et ensuite, pour les transactions et les prix, il faut attendre 4-6 mois supplémentaires. Donc c'est pas... Il faut voir comment vont évoluer les taux réels sur l'immobilier, puisque l'inflation va quand même un peu baisser aussi. Oui, alors après, le problème, c'est que les professionnels de l'immobilier raisonnent pas. Ils raisonnent nominal. Et puis, moi, je pense qu'il y a les deux qui comptent. Je suis pas sûr que le taux d'intérêt réel sur un crédit, dans la mesure où c'est sur le revenu, on puisse l'exprimer. Non, mais un particulier devrait faire ça. Il devrait déflater le taux nominal auquel il emprunte, avec les frais et tout ça, de l'espérance de revenu, de croissance de son revenu nominal, normalement. Oui, mais justement, le choc là des derniers mois, et là aujourd'hui, au-delà de la légère inversion des courbes des taux qui refont venir les Français sur le marché pour les croiser tous les jours, là on sent un frémissement, parce que là pour le coup, ils commencent à comprendre ça. C'est-à-dire que là, le choc thermique des taux a été très fort précisément, en 2023. Moi je pense qu'au-delà du fait que les banques ont serré la vis, que les taux étaient très élevés, et que d'un coup les Français ont eu l'impression que le crédit était hors de coût, là ils avaient surtout un coup de frein à leurs produits préférés d'investissement. Et là, dans ce que dit Jean-Pierre, c'est assez juste, c'est que d'un côté, ils commencent à faire le mécanisme, d'abord sur de long terme, de se dire que finalement, un taux élevé implique forcément une rémunération élevée, une revalorisation de leur rémunération et de leur actif dans le temps. Mais il leur a fallu du temps. Donc là, ils commencent à accepter, je vous le fais très simple, très caricatural, ils commencent à accepter que sur 20 ans, ils pourraient emprunter entre 3,50 et 4 dans les prochaines années. Ça poserait pas de problème, puisqu'ils viennent de voir, avec inertie, le rendement prendre aussi de la revalorisation, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas du tout l'année dernière. Ils ont eu l'impression
que tout devenait trop cher et que ça ne rapportait plus assez. Donc c'est ça qui est très très spécifique dans ce que dit Jean-Pierre à comprendre aux Français. Je peux vous dire que pour moi, ça a été au moins 50% du frein à l'achat l'année dernière. C'est sûr. Je pense qu'il y a une demande de logement latente qui a été juste interrompue par un choc de taux. Voilà, uniquement. Un phénomène exogène qui n'avait rien à voir avec... Et le réflexe bancaire, Jean-Pierre, le réflexe bancaire, le HCSF, il a serré la vis aussi. Le Haut Conseil sur la stabilité financière. Sur la maturité des prêts. Il est intervenu sur la maturité des prêts, mais là, je ne pense pas qu'il va durcir. Donc, comme tu as une demande de logement latente, il suffit d'une simple inflexion des taux d'intérêt hypothécaires pour que des dizaines de milliers de dossiers qui étaient partis dans la corbeille des banquiers reviennent dans les ordinateurs. Mais ils ne sont pas partis que pour des questions de solvabilité. Là, on a eu mais sur des questions de taux. Les grands courtiers ont appelé à l'aide, et Monsieur le maire et Monsieur Villerat-de-Gallo ont rappelé le HCSF à faire l'inverse que ce qu'il lui avait demandé il y a 2 ans et demi. C'était toutes les décisions concernant le taux d'effort et les décisions concernant la durée des prêts. Ils ont trouvé qu'il y avait trop de refus bancaires malgré le manque de solvabilité, parce qu'en fait, les banques commencent à se dire, puisqu'il va y avoir choc de taux, il peut y avoir baisse des prix immobiliers, je prends des hypothèques ou des garanties sur des biens qui ne valent peut-être pas demain ce sur quoi je vais prendre ma garantie. C'est une réalité. Donc on est monté jusqu'à la Banque de France pour rappeler le HCSF à l'ordre de faire, je le redis, l'inverse que ce qu'il lui avait demandé 2 ans avant, c'est-à-dire de serrer un peu plutôt la vis parce que les crédits étaient offerts. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une exclue intéressante. J'ai pas lu tout le papier dans le Parisien, mais ils ont le détail, le mode d'emploi de ce que Bercy avait annoncé, conduisant dans certains cas, c'est assez précis, dans certains cas, au réexamen d'un refus de crédit. Exactement. Alors je sais pas trop comment ça va fonctionner, si ça va fonctionner, mais c'est l'un des éléments du dernier rendez-vous justement du Haut Conseil de stabilité financière qui est présidé par le ministre de l'économie. On parle de l'offre et la demande de crédit, très bien, mais il y a aussi le problème de l'offre de logement, le physique. Non, mais je veux dire que la demande de logement reparte, avec la baisse des taux d'intérêt, le fait que les banques vont peut-être être un peu plus cool, etc. Mais je veux dire, tous les problèmes structurels derrière du physique, excusez-moi de le dire, ne sont pas réglés pour autant que je sache. Alors, Gabriel Attal a fait, c'est probablement l'un des sujets qui était le plus précis dans les effets d'annonce du discours de politique générale. Je les ai pas redescendus, toutes les mesures, mais il y en a 5 au total. Alors avec un état d'esprit qui serait de reproduire la formidable gymnastique JO des sites qui ont été montés en urgence pour accueillir les athlètes, pour réussir à étendre ça au moins à 20 territoires de France. Il y a quand même toute une série d'annonces qui ont été faites où il y a des progrès. Pour vous dire que ça va débloquer l'offre. Nicolas, je peux être un peu poujadiste. La première des annonces aurait été la création d'un ministère du logement, mais c'est toujours pas d'actualité. On va avoir vraisemblablement. Un ministre. Oui, un ministre c'est un besoin primaire, se loger, se nourrir, se soigner. Mais dans le programme de notre président de la République, ni pour le premier mandat, ni pour le deuxième, il n'y avait pas beaucoup de choses sur le logement. De la même manière, même si c'est indépendant, il n'y a pas grand-chose sur la réforme de l'État. Pour moi, ça a été les 2 angles morts des deux programmes présidentiels. Non, mais là, on commence à en sourire, mais il n'y a pas de ministère du logement. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Dans un aménagement de territoire, je veux dire, il y a pas, c'est aberrant. Je veux dire, dans un pays comme la France qui adore cet actif tangible et palpable, il y a un truc qui me semble ne pas aller encore tout de suite. De la même manière, d'ailleurs, on faisait remarquer qu'on avait sorti finalement l'énergie des ministères de plein exercice, puisque maintenant l'énergie est rattachée à Bercy et il n'y a plus de ministre de l'énergie. Mais il y a un ministre de la relation avec le Parlement. Oui, important. Bon, on n'a pas vu revenir le ministre du temps libre des années 80 quand même. Souvenez-vous, on avait vu un ministre du temps libre. André Henry. Oui, c'était ça, c'était André Henry. Avec un succès extraordinaire. Oui, c'est... ça partait bien. C'était en même temps ministère du temps libre en même temps. C'était le début de la fin. Ça partait bien. C'était le début de la fin. Bon, on va marquer une pause maintenant parce que je veux pas ouvrir la question sur Trump alors qu'il reste que 58 secondes. Et puis on va évidemment revenir sur la désmicardisation de la France. Il y a un moment, il faut se demander s'il faut supprimer le SMIC. Et on était allé avec Jean-Marc Daniel jusqu'à imaginer que c'était peut-être le moment de lancer le chantier de l'impôt négatif à la Milton Friedman. Bon, pourquoi pas. La part de Jean-Marc Daniel, c'est étonnant. Oui, évidemment. Et il a des aficionados qui sont ravis et enchantés d'entendre. Son avis sur... Très bien. Bon, on marque donc cette pause. On va repartir sur l'histoire de Trump. Ça nous fascine. Ça avait commencé à ouvrir le débat sur les 3 secondes de jingle de début d'émission. Donc, on va le faire cette fois-ci de plein exercice comme les ministères. Micro ouvert. À tout de suite.